Alors, pour parler de ce projet d'une constitution québécoise et d'autres nouvelles qui ont fait les manchettes cette semaine, je retrouve les analystes Christine Saint-Pierre, ex-députée libérale à l'Assemblée nationale, Rodolphe Rosny, ancien conseiller politique du premier ministre Stephen Harper, et Christina Michaud, ex-députée bloquiste dans Avignon-la-Métis-Matane-Matapédia. Bonsoir, vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Alors, commençons avec le dépôt hier par le gouvernement Legault de son projet de constitution québécoise. Christine, les partis d'opposition dénoncent la démarche du gouvernement, notamment l'absence de consultation publique. Le ministre Simon-Jolin Barrette promet d'élargir la discussion et d'obtenir un consensus. Comment pensez-vous que ce débat va évoluer? Je pense que c'est très, très mal parti et Simon-Jolin Barrette, même s'il dit qu'il va élargir le débat, aurait dû travailler avec plus d'ouverture en amont. C'est un projet qui est un geste fort d'affirmation nationale. Le Parti libéral du Québec, d'ailleurs, l'a proposé dans le rapport d'André Pratt, la Commission jeunesse aussi. Donc, il y a un appétit pour cela. Mais Simon-Jolin Barrette travaille de son côté et ne cherche pas le consensus. Rodolphe, les conservateurs ont souvent défendu les pouvoirs des provinces face au gouvernement fédéral. Est-ce que, selon vous, il s'agit d'une menace à l'unité canadienne, ce projet, ou est-ce que c'est plutôt un geste tout à fait cohérent avec l'esprit d'une fédération? Et surtout, comment est-ce que ça risque d'être reçu ou accueilli au niveau fédéral? Moi, je crois que c'est surtout en réaction à un gouvernement libéral, surtout, je pense, qui a été très centralisateur des dernières années. Et si la Confédération fonctionne, si tout d'abord on respecte la Fédération, on respecte le champ de compétences des provinces, normalement, on n'aurait pas de problème à avoir une constitution. On voit que le mouvement que le Québec a fait d'avoir comme ça un conseil des sages juste pour s'assurer qu'il n'y a pas d'empiètement du fédéral dans les provinces, ça montre un peu la dynamique. Donc, je pense que c'est un bon geste qui a été fait par le Québec. Il ne faut pas l'oublier. La Colombie-Britannique l'a fait. L'Alberta a aussi une loi concernant l'autonomie de l'Alberta. Je pense que c'est plus en réaction à un État fédéral trop centralisateur, surtout ces 10 dernières années. Et Christina, jusqu'à quel point s'agit-il d'une stratégie politique qui vise à renforcer l'image de M. Legault et à donner un second souffle à la CAQ à l'approche des prochaines élections, selon vous? Et on se demande justement, est-ce que c'est le genre de mesure qui viendrait manger le lunch du Parti québécois? Mais en même temps, M. Legault avait annoncé ses intentions au début de la session. On avait demandé à M. Jolin Barrette de travailler sur un tel projet, qui est un super projet d'ailleurs, un projet de constitution pour le Québec. C'est un beau projet. On a parlé du manque de consultation. C'est en effet la critique la plus virulente. Il y aurait dû y avoir du travail qui est fait en amont. Et là, on vient à se demander, est-ce que c'est une constitution de la CAQ ou c'est une constitution du Québec? Alors, clairement, un beau projet comme ça, il faut que ça rassemble tous les Québécois, tous les partis à l'Assemblée nationale et pas que ça divise comme ça le fait présentement. Donc, il faudra que M. Jolin Barrette, M. Legault soient ouverts à travailler avec les autres partis et veuillent consulter davantage parce qu'il y a des éléments qui sont intéressants. C'est un beau texte, mais je pense qu'il pourrait être bonifié, mais ça prend surtout l'opinion des autres si on veut que ce soit vraiment cohérent avec nos valeurs d'identité québécoise. Revenons maintenant sur la visite du premier ministre Mark Carney à Washington. M. Carney est revenu bredouille de sa rencontre avec le président Trump à la Maison-Blanche mardi. Il y a eu beaucoup de belles paroles chaleureuses, mais toujours pas d'allègement tarifaire. Et l'incertitude, évidemment, plane toujours sur l'avenir de la CIUM. Rodolphe, est-ce que M. Carney commence à manquer de temps pour vraiment obtenir des résultats concrets dans ses discussions avec Washington? C'est sûr qu'il y a un changement de discours très clair entre la campagne électorale, les promesses qui ont été faites pendant la campagne électorale et la réalité maintenant, je pense, de la relation entre M. Carney et M. Trump. On avait entendu un M. Carney qui avait dit on va se battre, on va avoir les coudes, etc. Et on a vu maintenant un M. Carney plutôt flatteur envers M. Trump. Donc, je pense que le discours a beaucoup changé. Ensuite, je pense que M. Carney, de façon générale, doit montrer des résultats avant Noël. Est-ce qu'on aura des ententes sectorielles? Est-ce qu'il y aura un allègement? Est-ce qu'il y aura ce qu'on appelle des tariff rate quotas? Ça veut dire une certaine forme de quantité, par exemple, d'exportation canadienne qui ne serait pas soumise à des tarifs. Je pense que M. Carney doit montrer des résultats avant Noël parce que sinon, ça va le rattraper non seulement à la Chambre des communes et ça le rattrape déjà, mais dans l'opinion publique. Christina, le gouvernement Carney se veut rassurant. On a entendu le ministre Dominique Leblanc qui a souligné que le président Trump a tout de même salué le travail du Canada pour répondre aux exigences des Américains. Mais les progrès semblent très minces pour l'instant. Comment est-ce que vous percevez jusqu'ici cette stagnation dans les pourparlers?
Rodolphe le disait, là, ça fait vraiment un changement avec la campagne électorale. M. Carney a été élu parce qu'il avait cette image de négociateur, de gestionnaire qui allait être capable de faire face à M. Trump. Et pour l'instant, on est comme, mais là, c'est difficile de faire des relations diplomatiques, économiques et même humaines avec M. Trump. On comprend ça. C'est certain que c'est difficile avec un président qui est imprévisible, mais à un moment donné, il faudra qu'il y ait des résultats. Et M. Carney n'a pas été en mesure de livrer des résultats jusqu'à maintenant. Alors, je le disais la semaine dernière, je n'avais pas des attentes énormément élevées. Alors aujourd'hui, je suis pas déçue que M. Carney revienne à Ottawa les mains vides de sa rencontre avec M. Trump, mais à un moment donné, on ne pourra pas continuer de subir comme ça des contre-coups et des tarifs. Il va falloir que le Canada fasse preuve de leadership et qu'on ait des résultats. Et si c'est pas avant Noël, il faudra que ce soit assez rapidement. Mm-hmm. Et Christine, avant la rencontre mardi, on laissait entendre qu'un allègement des droits de douane sur l'acier ou l'aluminium même pourrait être annoncé à l'issue de cette rencontre. Finalement, rien n'a bougé. Le gouvernement Carney a-t-il une fois de plus mal géré les attentes? En fait, oui. En fait, Monsieur Carney avait mis la barre très, très haute. On vient de le dire là, il y a plusieurs mois et ça commence à presser. Là. On a vu Monsieur Dominique Leblanc, son ministre, venir dire qu'il y avait eu des bonnes discussions. On ne parlait pas de négociations, mais de bonnes discussions. Ils ont continué à discuter le soir. Ils sont restés plus longtemps que prévu. Mais là, il va vraiment falloir que le premier ministre canadien montre quelque chose de vraiment palpable pour qu'on ait confiance en lui et qu'il démontre à quel point il est à la hauteur de ce qu'il avait promis pendant la campagne électorale. C'est là-dessus qu'il s'est fait élire, sur le fait que lui, il va y aller avec les coudes levés, là, puis ça va bien aller. Alors, les oppositions vraiment ont tout ce qu'il faut pour vraiment l'attaquer continuellement, là. Mm-hmm. À la grande surprise générale, en fait, M. Carney a aussi ravivé le projet d'oléoduc Keystone XL. Christine, je poursuis avec vous. Le premier ministre Carney martèle depuis quand même assez longtemps que le Canada doit à tout prix réduire sa dépendance envers le marché américain. Et pourtant, il nous propose maintenant un pipeline vers le Nebraska. On voit difficilement comment il peut réconcilier ces deux positions, non? En fait, c'est un vieux projet, mais je pense que lorsqu'ils sont arrivés à Washington et qu'ils ont parlé de l'acier, de l'aluminium et des énergies, tout le monde se demandait de quelle énergie. Alors évidemment, c'était ça le projet. Pour l'Alberta, ça peut peut-être être une bonne nouvelle puisque l'Alberta cherche à sortir son pétrole, puis là, bien, ça sortirait par le territoire de l'Alberta. Le projet avait déjà eu un début de projet, puis il avait été bloqué par l'administration Biden. Alors là, la question qui va se poser, c'est si Mark Carney arrive avec une entente là-dessus, qui va payer? Parce que l'Alberta a payé 1,3 milliard de dollars à l'époque, puis c'est rien passé. Alors, je ne crois pas que les Albertains vont vouloir remettre de l'argent ou qu'il y ait une compagnie qui remet de l'argent. Donc, on va voir comment M. Carney va gérer ça parce que ça va prendre des sous qui vont venir du fédéral. Mais, et je termine là-dessus. L'image de Mark Carney, qui était celui qui défendait l'environnement avant qu'il se lance en politique, puis son épouse et tout cela. Et là, il y a un petit peu une contradiction là, dans la question environnementale aussi. Mm-hmm. Oui, l'éclat commence à s'estomper. Rodolphe, comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce qu'il s'agit d'une monnaie d'échange dans le conflit commercial avec les États-Unis? Ou aussi, est-ce que M. Carney vise-t-il peut-être à détourner l'attention des tensions qu'on voit actuellement entre la Colombie-Britannique et l'Alberta sur le projet de pipeline qui a été proposé par Danielle Smith? Je crois que c'est pour parler à M. Trump dans un langage qu'il comprend en disant que le Canada peut donner plus d'énergie. Mais moi, pour quelqu'un qui a fait au moins une demi-douzaine de visites à Washington seulement sur Keystone à l'époque du gouvernement Harper, j'ai envie de dire à Mark Carney, Stephen Harper sort de ce corps quand même. Avoir M. Carney qui défend un projet de pétrole comme ça vers les États-Unis, moi, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre. On nous a dit pendant la campagne électorale, on doit exporter en Europe, on doit exporter en Asie. L'Europe a besoin d'énergie canadienne. On vend notre énergie aux États-Unis à rabais. Ça, ne l'oublions pas par rapport à ce qu'on peut faire sur d'autres marchés. Donc, je ne vois pas comment cette stratégie d'envoyer plus de pétrole aux États-Unis répond à des objectifs canadiens de maximiser notre rentabilité et surtout de se diversifier. Et Christian, qu'est-ce que cette relance du projet signifie pour le Bloc québécois?
Ben, c'est toujours une mauvaise nouvelle quand on revient avec ces anciennes idées de pipeline. Je suis retombée sur un reportage auquel j'avais participé en 2020 sur Keystone XL. À ce moment-là, c'était François-Philippe Champagne qui était ministre des Affaires étrangères et il avait ressorti l'idée. Et je disais, ben la position d'Ottawa, elle est inquiétante et ma position, elle n'a pas changé aujourd'hui. On est en 2025, on fait déjà face aux effets des changements climatiques. Il faut agir en ce sens-là, mettre de l'avant des projets d'énergie renouvelable, ça c'est super, mais des énergies fossiles, celles qui sont les plus polluantes, je ne penserai jamais que c'est une bonne idée. Et je pense que les Québécois sont à la même place que moi là-dessus. Alors évidemment que le Bloc québécois, j'imagine qu'il est à la même place là-dessus également. Je pense qu'on peut... évidemment, c'est un langage que M. Trump comprend. J'aime bien la façon dont Rodolphe l'a décrit, mais je pense qu'on peut trouver autre chose là, pour satisfaire M. Trump, puis satisfaire aussi les relations canado-américaines. Il nous reste seulement une minute, mais si vous me permettez, je vais juste lancer un quatrième sujet, puisque le syndicat représentant les travailleurs et les travailleuses des postes du Canada a annoncé aujourd'hui la fin de son débrayage national, qui cède maintenant la place à des grèves tournantes. Est-ce que les travailleurs des postes se sont mis à dos le public avec ces grèves nationales? Je peux peut-être commencer avec Rodolphe très rapidement. Oui, je crois que oui. Écoutez, moi, j'ai reçu hier d'un employé municipal ma carte pour voter aux élections municipales. Alors, vous voyez que Post Canada, maintenant, on s'est dit, on prend des alternatives. Même les municipalités ont envoyé leur col bleu jouer au facteur. Christina, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je suis un peu à la même place. Je pense que le gouvernement n'a pas bien agi là-dedans, mais le syndicat de déclencher cette grève-là non plus, surtout pour les régions rurales. Il y a des gens qui ont écopé pendant quelques semaines. Il y aura un impact sur les élections municipales aussi. Alors, je pense qu'on s'est un peu mis les gens, l'opinion publique à dos, malheureusement. Christine? Oui, l'opinion publique, évidemment, est déçue parce que aussi, il y a tous les organismes de charité là, qui envoient leurs sollicitations pour les dons. Alors, ce sont des périodes très, très intenses, très, très importantes aussi. Alors, je pense, et pour les régions, c'est fondamental, la Poste. Donc, il est temps là, qu'on revienne sur Terre. On aura sûrement l'occasion de s'en reparler. Christine Saint-Pierre, Rodolphe Rosny, Christina Michaud, merci encore une fois d'avoir été là ce soir. Merci bien. Merci, au revoir.